Bonjour à toutes et à tous. En cette journée de l'Europe célébrant l'anniversaire de la signature de la déclaration Schuman, mais également la paix et l'unité en Europe, j'ai le plaisir d'échanger avec Emanuela Bellan, qui a la responsabilité de l'unité partenariat avec les États membres et de relations internationales. Bonjour Emanuela. Bonjour, bonjour à toi et bonjour à tout le monde et merci de m'avoir invité. Tu travailles à la Commission européenne au sein de la direction Centre commun de recherche. Pourrais-tu nous présenter ton parcours et préciser surtout le rôle et les objectifs de cette unité dont tu as la charge, s'il te plaît? Bien sûr, avec grand plaisir. Bon, mon unité s'occupe des relations avec c'est qu'en bon anglais on appelle les stakeholders, les parties prenantes, les États membres, les pays tiers. Mais peut-être ce qui est plus intéressant, c'est de dire un mot sur le centre commun de recherche. J'espère que beaucoup de gens le connaissent, mais au cas où, je suis très contente de dire, alors les centres communs de recherche, ça fait partie de la Commission, c'est une partie de la Commission européenne, donc l'exécutif de l'Union européenne. Mais nous, on est un centre de recherche et on a un peu une bête bizarre parce qu'on est un vrai centre de recherche avec des scientifiques dans des laboratoires qui font des recherches très sérieuses. Mais en même temps, étant partie de la commission, on ne fait pas de la recherche pure, mais on fait de la recherche appliquée. Notre objectif, c'est de soutenir la prise de décision de la Commission, mais aussi des États membres ou des régions, des villes, pour leur permettre de prendre de meilleures décisions, d'adopter des politiques qui soient plus favorables et meilleures pour les citoyens, qui soient basées sur la science, sur la vérité, sur la réalité. Et donc, tout notre travail, c'est d'essayer de fournir des informations, de la science, des connaissances pour, pour les transformer en politique, en mesures, en législation. Ou bien de suivre la mise en œuvre de cette législation ou de l'évaluer en fin de. Donc ça, c'est un peu notre mandat traditionnel et ce qu'on fait de plus en plus, c'est essayer de regarder à l'avenir pour utiliser des techniques un peu magiques, non, ce ne sont pas magiques, mais quand même, pour essayer d'identifier les grandes tendances qui ne sont pas encore ici, mais qui seront bientôt ici, pour permettre aux hommes et aux femmes politiques d'être conscients afin de pouvoir mitiguer les risques et saisir les opportunités de ces tendances qui sont à l'horizon. Et voilà, donc ça, c'est ce qu'on fait. Et moi, donc, j'ai fait un peu les relations de tout ça. D'accord. Et justement, dans un contexte multicrise où justement la coopération internationale est essentielle pour relever les nombreux défis mondiaux et finalement assurer une paix durable, l'Europe œuvre justement pour sa parfaite autonomie stratégique. Et justement, quels sont ces différents défis que l'Europe tente de relever, notamment par les actions que tu mènes dans ton unité? Ah, tu as très bien dit, on a passé quelques années d'une crise après l'autre. Et c'est très intéressant. Bon, c'est triste et difficile pour tout le monde, mais c'est très intéressant de voir comment, pour ce que mon travail est concerné, les crises ont montré un besoin, une demande d'Europe grandissant, parce que l'Europe est disons, est la dimension qui permet aux États membres, chacun puissant dans son coin, mais pas tout puissant, de prendre des mesures immédiates et aussi de dessiner un peu les parcours à plus long terme. D'autre part, l'Europe nous permet de, euh, d'être au niveau européen, d'avoir une voix dans la situation mondiale pour faire face à des problèmes qu'au niveau de chaque État, de la France, l'Italie ou même les États-Unis ne sont plus en mesure
d'affronter tout seul. Et ce que tu mentionnais, la souveraineté technologique est quelque chose qui prend une envergure de plus en plus grande parce que ces crises ont mis fin à l'idée que les commerces internationaux, les marchés fonctionnent parfaitement. Et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est intéressant aussi que les privés soient conscients parce que fini les temps du commerce, là où ça coûte moins, c'est plus rapide et tout ça. De plus en plus, l'Europe, pour être compétitive, mais aussi avoir une économie soutenable dans les temps, d'un point de vue environnemental, mais aussi vraiment dans les temps, il faut qu'on veille à avoir une base très solide des compétences d'économie et d'échange avec des partenaires qui soient de confiance. Et donc, un peu, les commerces va changer. Il va y avoir beaucoup plus de réflexion et de surveillance. Vraiment, on va réfléchir beaucoup plus avec qui auprès de qui on va s'approvisionner, de quoi. Parce que les grands projets qui sont devant nous, la transformation verte et la transformation digitale, nécessitent beaucoup de matières premières qui ne sont pas disponibles en Europe et nécessitent surtout qu'on change un peu l'approche à l'économie, qu'elle devienne beaucoup... Tout ce qui est recyclage, réutilisation va prendre une envergure 100 fois plus importante à l'avenir pour permettre justement d'être ouvert au monde, mais solide et autonome dans notre base économique. Je comprends, mais justement, quand on a présenté cet échange-là, on a préparé cet échange-là, tu me disais souvent qu'il y a beaucoup de défis à relever, beaucoup de challenges à relever, que ce soit pour les États, mais également pour les acteurs économiques, sociaux, politiques et environnementaux. Et justement, tu m'as fait part du plan Horizon Europe qui a été présenté et qui peut représenter un certain nombre d'opportunités de développement pour les entreprises européennes, mais également françaises, bien évidemment. Justement, quelles sont ces différentes opportunités dans les grandes lignes? Évidemment, on va pas retracer l'intégralité du plan Europe, le Horizon Europe, je te rassure, mais voilà, dans les grandes lignes, quelles sont ces opportunités qui peuvent se présenter pour ces entreprises, pour construire le monde de demain, finalement? Merci pour la question. Je vais être vraiment un dessin vu de très loin parce qu'on pourrait en parler pendant des heures. C'est 95 milliards d'euros pour la période 21 à 27. Donc, c'est beaucoup d'argent. Les objectifs sont, disons, philosophiques du programme sont premier lieu, évidemment, de soutenir la science et la technologie, renforcer l'excellence scientifique et technologique de l'Europe. L'Europe est 6% de la population mondiale, mais on investit 17% du total mondial en recherche et 25% des publications de haut niveau ont une origine européenne. Donc, on est très bon, mais il y a la Chine ou autres pays qui sont en train de grandir. Et donc, on doit rester à niveau. Le deuxième objectif, c'est soutenir une meilleure société. Comme on disait au début, c'est le support aux priorités stratégiques. Et je vais revenir à ça, mais aussi ce qui vous concerne, l'économie. Le soutien à l'économie, c'est le troisième objectif déclaré très important. Du soutien à la capacité d'innovation, la compétitivité, l'emploi en Europe, les soutiens aux scientifiques brillants, mais aussi à l'entreprise qui doit investir en recherche, en innovation, en transfert de technologies. Et quelque chose qu'on s'était dit,
l'Europe est très bonne dans la recherche, elle est beaucoup moins bonne à exploiter les résultats de cette recherche, le faire devenir des brevets, des produits, les mettre en vente et dans les mondes. L'Europe, quelque chose qu'on fait, c'est lié à Horizon Europe, mais pas complètement. L'Europe est très forte en termes de brevets, des standards, parce que l'effet qu'un standard soit élaboré au niveau européen avec une très grande qualité et que soit accepté au niveau mondial fait que les entreprises européennes qui suivent ces standards, qui produisent des produits qui répondent aux standards, puissent vendre partout dans le monde. Donc tout ça est lié. Juste deux choses peut-être à l'intérieur des Horizons Europe. Il y a beaucoup de choses dont je ne vais pas parler, mais peut-être juste deux petites idées. Pour ce que les centres communs de recherche est concerné, par exemple, nous, on a plus que 50 laboratoires qui sont parfois uniques en Europe, laboratoires de grande envergure, du nucléaire au pas nucléaire. Et ces laboratoires sont régulièrement ouverts quand ils ne sont pas utilisés pour nos recherches. Ils sont ouverts sur deux bases. Une base plus scientifique, donc ouvert aux universités, aux institutions de recherche pour faire des recherches en commun, mais ils sont aussi ouverts aux privés, aux entreprises qui peuvent les utiliser pour tester, par exemple, de nouveaux produits. Et je parle des laboratoires des nanobiotech, ou par exemple, on a les plus grands laboratoires en Europe pour tester les structures contre les tremblements de terre. Tout ce qui est amélioration du construit, l'immobilier en Europe en matière d'économie d'énergie et contre les tremblements de terre. Bon, ça c'est une chose. L'autre chose que je voulais mentionner, c'est les New European Bauhaus, qui est un concept lancé par la présidente européenne il y a 2 ans, qui est l'âme de la transition verte et qui est fondé sur une multiplicité d'appels, fonds, prix, etc., pour encourager un environnement qui soit plus équitable, plus beau et ouvert à tout le monde. Et donc, c'est quelque chose qui offre beaucoup de possibilités d'être à bord dans des secteurs différents de l'industrie à l'architecture ou en ville ou à la campagne. Donc, c'est quelque chose qui peut être intéressant à explorer plus pour certains de tes partenaires, de tes connaissances, des gens qui nous écoutent. Désolée, je parle toujours trop, donc dis-moi. Non, c'est très bien. Comme toujours, on essaie de faire des formats courts, ce qui est pas évident avec des sujets à tiroir, passionnants. On parle d'écologie, d'économie, de recherche, de centre d'excellence. Effectivement, il faudrait peut-être une après-midi pour, pour aborder tous ces problèmes. Ce n'est pas l'objet de notre réunion. L'objet, c'était vraiment à notre niveau célébrer la journée de l'Europe, mettre en avant également ce que la Commission européenne fait pour ses ressortissants, des entreprises notamment. Donc, j'ai bien noté ces opportunités possibles pour accéder à certains centres de recherche d'excellence en Europe, les nombreux défis verts et moyens mis en place pour pouvoir faciliter cette transition. En tout cas, grand merci, Emanuela, de ta disponibilité et Merci pour à ces toi. précieux éclairages et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci.